Bonjour à tous, merci encore de votre invitation et bravo pour ce très très beau programme pour ces journées. Donc après les aspects de la cognition chaude qu'on a vu hier, on va s'attaquer aux aspects psychiatriques et le souhait du comité scientifique a été que ne soient traités que les aspects psychiatriques, hein, ce qui, comme vous le savez, est difficile à dissocier des aspects cognitifs dans la sclérose en plaques. Quand on fait une overview, un aperçu global de ce qui altère la qualité de vie dans la sclérose en plaques, il y a bien entendu le handicap, la fatigue, le sommeil. Il y a les troubles cognitifs que vous connaissez tous qui sont intimement liés aux troubles psychiatriques dont on va parler. Et tout ça, évidemment, va retentir sur le comportement et sur la vie socio-professionnelle et familiale de nos patients, avec des questions en dessous qui sont celles de la conscience et de la perception qu'ont les patients de ces troubles, du caractère réactionnel ou non des troubles que l'on va observer, des stratégies qu'ils vont mettre en place pour compenser ces troubles dont ils vont se plaindre, et finalement du projet global de leur vie et du sens qu'ils vont donner à la vie. Alors, les troubles psychiatriques, comme d'habitude, on va se poser la question de ces troubles qui vont survenir au cours d'une sclérose en plaques connue. Donc il y a des symptômes de type psychiatrique qui vont survenir avec des questions qui vont être posées quant à la relation entre ce qu'on voit et la maladie. Et puis, il y a parfois, c'est plus rare, des cas inauguraux de troubles, mais en général qui sont psychocognitifs. C'est plus rare d'avoir des troubles psychiatriques dissociés de troubles cognitifs, mais ça peut arriver, on va y revenir. Et dans les deux cas, dans les cas où ces symptômes vont survenir au cours d'une SEP connue ou s'ils vont être inauguraux, les questions évidemment, diagnostic, prise en charge thérapeutique et l'individualisation de cette prise en charge vont se poser. Alors historiquement, ces troubles, comme on l'a vu hier, ont été reconnus très tôt. Dès le 19e siècle, Charcot avait décrit, mais dans un cadre global, des troubles affectifs et cognitifs, la possibilité de troubles psychiatriques. Certains de ces troubles n'étaient pas seulement des troubles de l'humeur ou des troubles émotionnels, mais aussi des troubles de la personnalité ou des troubles de type délirant. Et la question de l'origine de ces troubles psychotiques ça a été posée très tôt. Alors, il y a eu pas mal d'arguments pour dire que les troubles psychiatriques que l'on observe dans la sclérose en plaques font partie de la maladie, notamment du fait de la surreprésentation de ces troubles dans les populations sclérose en plaques par rapport à la population générale, mais aussi parce que chez des patients hospitalisés en psychiatrie, lorsque, par exemple, pour une dépression jugée atypique par les psychiatres ou maintenant, pour certains, de manière systématique, il est réalisé des IRM, et on découvre avec une incidence importante l'existence d'anomalies de signal qui ressemblent à ce qu'on voit dans la sclérose en plaques, donc qui peuvent remplir les critères de McDonald, ce qui pousse à dire que psychiatrie et sclérose en plaques, il y a un lien qui est probablement plus que étroit. Encore une fois, certaines de ces diapositives vont vous paraître un peu simples. Je parle pour les plus expérimentés d'entre nous. C'est fait pour que le topo soit global et que pour les plus jeunes, si jamais certaines notions ont échappé, qu'on puisse les rattraper au vol. Alors, ce que je sais, c'est que les psychiatres aujourd'hui privilégient à la vieille notion de trouble endogène ou exogène, qui est une approche un peu jugée ancienne, le fait de dire qu'on va plutôt se poser la question de si les troubles sont primaires ou secondaire, c'est-à-dire est-ce qu'il y a juste une comorbidité, comme on pourrait observer une autre comorbidité, ou est-ce que ce qu'on va observer est secondaire ou symptomatique. Par exemple, pour la dépression, ils vont considérer qu'une dépression est toujours endogène et que la question va savoir si elle est primaire ou secondaire. Alors évidemment, l'ancienne classification permettait, en regardant un certain nombre de paramètres, les facteurs déclenchants, les antécédents, le sommeil, à quel moment ça s'aggravait, et puis le type de nosologie qui est attribué, de pouvoir les classer en endogènes ou exogènes. Mais bon, je pense que tout ça, c'est un peu plus pour la prise en charge médicamenteuse et pour l'origine éventuelle de ces troubles.
Alors, au cours de la sclérose en plaques, ce qui est clair, et je pense que c'est un message fondamental, et on rejoint en ça le topo qui a été présenté précédemment par Monsieur Wahabi, pour l'épilepsie, les troubles anxieux et dépressifs sont extrêmement fréquents dans la sclérose en plaques. Plus d'un tiers des patients ont des troubles de l'anxiété ou de la dépression. Et puis, si on regarde par rapport à d'autres, vous aimez bien les téléphones, hein, je vous les enverrai, perdez pas votre temps. Écoutez plutôt, si vous avez besoin de quelque chose, je vous les envoie, c'est promis. Hein. Donc si vous regardez les comparaisons par rapport à d'autres maladies auto-immunes et par rapport à des témoins qui vont être croisés, l'incidence de ces troubles annuels en nombre de patients, bon là c'est exprimé en ratio, vous avez par exemple la sclérose en plaques qui est ici et les témoins croisés pour cette population de sclérose en plaques qui sont à côté. Et vous voyez que pour tous les troubles dépressifs, les troubles anxieux et les troubles bipolaires, il y a une surreprésentation de la sclérose en plaques par rapport aux témoins, mais aussi par rapport aux autres maladies auto-immunes qui ont été évaluées dans ce travail. En revanche, pour ce qui est de la psychose, des troubles psychotiques, c'est à peu près la même chose. Et dans la littérature, on voit des données variables. Il y a certains auteurs qui considèrent qu'il y a une surreprésentation des troubles psychotiques, notamment de type schizophrénique, mais pas des troubles de la personnalité, hein, juste de l'expression psychotique de certains troubles, alors que d'autres considèrent qu'il n'y a pas de surreprésentation de cette population. En tout cas, sur les méta-analyses, ça ne ressort pas. Alors en gros, les prévalences, on va les balayer. La dépression, c'est 30% en prévalence. L'anxiété, c'est plus de 22%, 3 fois plus que la population générale, avec une symptomatologie que vous connaissez tous, qui vous est rappelée ici. Les troubles bipolaires, ça va jusqu'à 15% en moyenne dans la littérature. Là aussi, c'est supérieur à ce qu'on observe dans la population générale. Et puis pour la psychose, comme je vous l'ai dit, c'est variable. Alors il y a une prévalence importante de 4% qui semble pour certains 2 à 3 fois supérieure, mais ce n'est pas admis pour tous. Et les troubles de la personnalité semblent être égaux. Alors je vous ai rajouté ici des paramètres importants qui sont les troubles de l'ajustement, on va y revenir à la fin. Les troubles de l'ajustement, c'est la manière avec laquelle les patients vont réagir, le coping en fait partie, pour compenser de manière stratégique tout un tas de choses liées à l'annonce du diagnostic, à la nouvelle vie qui les attend, etc., etc. Donc la dépression, prévalence 30%, incidence 26%, les deux sont supérieurs à la population générale, caractérisée par sa précocité. Elle est peu sévère en général chez les patients, mais elle peut être sévère et ça reste supérieur à celle observée dans la population générale. Étroitement lié à la cognition, hein, comme je l'ai dit au début, et puis comme d'habitude le rôle direct de la sclérose en plaques sur la dépression ou le fait que la dépression fasse partie des épisodes d'activité inflammatoire de la sclérose en plaques reste débattu. Certains auteurs ont rapporté des améliorations de troubles d'épisodes dépressifs avec la corticothérapie, évoquant la possibilité que ça fasse partie de la poussée. Et puis il y a eu des études en imagerie par résonance. Probablement les plus belles, ce sont celles qui se sont intéressées à l'épaisseur du cortex et qui ont montré qu'il y avait un amincissement cortical dans différents endroits du cerveau chez les patients CEP déprimés par rapport aux patients CEP qui ne l'étaient pas. Alors au plan thérapeutique, il y a eu 2 essais randomisés en double aveugle qui vous sont présentés ici, et les deux n'ont pas comporté beaucoup de patients, n'ont pas duré beaucoup de temps, et ont montré une supériorité au tricyclique et à la paroxétine par rapport au placebo, mais la supériorité n'était pas jugée significative. Et ce qui est recommandé par le groupe des experts aujourd'hui, comme ça a été dit tout à l'heure pour l'épilepsie, hein, je le rappelle, c'est de commencer par les inhibiteurs de la recapture de la sérotonine, y adjoindre en deuxième ligne la recapture de la sérotonine et la norépinéphrine au besoin, et puis toujours envisager les psychothérapies de soutien, les psychothérapies cognitivo-comportementales, et puis les autres types de prise en charge des troubles dépressifs. Et puis sur ce tableau, je vous ai juste rapporté là aussi
aussi du travail des experts, la liste des troubles qui sont rattachés à la dépression observée dans la sclérose en plaques, donc aux manifestations. Et là encore, ce ne sont que des choses que vous connaissez, avec peut-être une mention particulière pour la fatigue et la difficulté de détacher les troubles fonctionnels, mais il y a tout un chapitre de cette matinée qui est lié. Et puis là, les thérapeutiques qui peuvent être utilisées dans ces manifestations dépressives. Alors l'anxiété, là aussi, comme dit au début, est étroitement liée à la dépression. Sa fréquence dans la littérature est très variable et peut aller jusqu'à un patient sur deux. Évidemment, tout dépend de ce qu'on va rattacher comme symptômes anxieux pour parler d'anxiété. Elle peut être majeure et invalidante, et l'origine, là encore, savoir si c'est réactionnel, psychogène, endogène, tout ce que vous voulez, reste à démontrer. Il y a des études qui ont proposé que ça soit lié à une disconnexion entre les lobes pariétaux et les lobes frontaux, donc de type antéro-postérieur. Vous vous souvenez, hier, on a vu qu'il y avait une disconnexion horizontale qui expliquait les troubles de la lexithymie. Ben là, on est plus dans dans quelque chose d'antéro-postérieur. Et là aussi, exactement comme pour la dépression, je vous ai rappelé ce qui entrait dans le cadre de ces tableaux dépressifs: l'anxiété généralisée, les états de panique, les TOC, les troubles de l'anxiété sociale, etc., etc., avec les thérapeutiques qui ont été essayées là-dedans, en sachant que l'on privilégie dans la sclérose en plaques le fait de ne pas prolonger des thérapeutiques par benzodiazépine chez ces patients, sauf bien entendu si le besoin était important. Alors, lié à l'anxiété, à la dépression, il est fréquent, les épisodes suicidaires sont plus fréquents au cours de la sclérose en plaques que chez la population générale. Ça touche surtout les hommes avec un âge autour de 45 ans, et là encore on observe des prises d'alcool, des sensations d'isolement, et les antécédents de troubles psychiatriques antérieurs sont un facteur prédictif. Là, j'ai juste mis encore une fois pour les plus jeunes, quelles sont les questions qu'il faut se poser devant quelqu'un qui pleure. Est-ce qu'il y a un risque suicidaire? Il faut déterminer si le risque existe, quelle est son urgence et quels sont les moyens disponibles pour le faire. Est-ce qu'il y a une perte, une dépression, une anxiété ou les deux? Est-ce qu'il y a une tristesse pathologique ou adaptée? Est-ce que l'état est jugé mélancolique? Et est-ce qu'il y a derrière tout ça une dépression masquée? Ce sont les 5 questions que l'on peut se poser. Il y en a certainement d'autres et on peut tout à fait en discuter. Alors pour les troubles bipolaires, j'ai parlé de la prévalence qui va jusqu'à 15%. En général, ils sont de type 1 ou de type 2, et ils sont vraiment, dans certaines séries, lorsqu'on croise les témoins et les patients, il y a une surreprésentation très importante de ces troubles de l'humeur, et le risque est important en cas d'antécédents personnels ou familiaux. Il y a eu une méta-analyse pour voir ces troubles de part et d'autre de l'Atlantique. Il semble que ça soit plus présent en Amérique qu'en Europe, et qu'il y ait plus de femmes que d'hommes qui présentent ce type de troubles. Alors, est-ce qu'il y a des gènes communs ou une susceptibilité génétique commune? Probablement, puisque les gènes de susceptibilité de la bipolarité sont situés à côté des gènes HLA qui, comme vous le savez, sont les gènes de susceptibilité les plus importants impliqués dans la sclérose en plaques. Donc il y a peut-être quelque chose de proche génétiquement qui explique cette association. Alors, pour la bipolarité, évidemment, il est important de stopper les facteurs de risque ou les facteurs prédisposants, et de prendre en charge ces traitements ces épisodes de manière symptomatique. Et là aussi, toujours pareil, toujours issu du même papier dont vous avez le titre ici. Vous avez la liste des symptômes principaux qui ont été recueillis au cours de la sclérose en plaques, et ce ne sont que des choses que vous connaissez, et les thérapeutiques que l'on peut mettre en route ou en œuvre pour les prendre en charge. Alors concernant les troubles et symptômes psychotiques, peut-être que c'est plus fréquent
dans la sclérose en plaques que dans la population générale. Les thématiques sont très diverses, hallucinations ou délires, et le plus fréquent c'est les délires de persécution, les thématiques sexuelles et les syndromes d'influence, mais il y en a d'autres, et tout ça vous est décrit ici. Ce qui est important dans ce diagramme, c'est bien entendu de voir que lorsqu'on regarde en fonction de l'âge, la prévalence de ces troubles psychotiques va diminuer avec l'âge des patients sclérose en plaques, ce qui ne vous étonne pas, puisque en général ça touche les patients plus jeunes. Il y a de la schizophrénie associée à la sclérose en plaques, ça a été là aussi décrit un peu partout, des troubles schizoaffectifs, mais aussi des troubles psychotiques plus brefs. Là aussi, les questions d'un substrat physiopathologique commun avec la sclérose en plaques peut se poser. Certains ont décrit des améliorations d'épisodes psychotiques au cours de la sclérose en plaques avec la corticothérapie, évoquant la possibilité que ces épisodes puissent faire partie de la maladie, et donc des poussées inflammatoires au cours de la maladie. Les troubles de la personnalité, les troubles du comportement, comme je vous l'ai dit, sont beaucoup moins fréquents, enfin pas beaucoup moins fréquents, mais ne sont pas supérieurs dans la sclérose en plaques que dans la population générale. Et là aussi, il y a tout un tas de troubles de la personnalité et du comportement qui ont été décrits entre les troubles paranoïaques, schizotypiques, antisociaux et autres, et des troubles conversifs qui vont jusqu'à 5% des patients. Alors, après, je vais revenir sur deux paramètres principaux pour la sclérose en plaques, mais je pense que c'est valable pour d'autres. Ce sont les variables d'ajustement, qui est l'auto-efficacité et la perception du soutien social. Alors, concernant l'auto-efficacité, c'est une stratégie qui va être utilisée par les patients, particulièrement les patients sclérose en plaques, pour surmonter l'annonce du diagnostic et tout un tas de choses. Et cette auto-efficacité va permettre aux patients d'améliorer leur qualité de vie et d'améliorer considérablement la possibilité ou le risque d'avoir des syndromes dépressifs, des syndromes anxieux, de perdre l'emploi et tout un tas de choses. Donc cette auto-efficacité consiste à s'engager dans des actions diverses, à être extrêmement actif, et comme je vous l'ai dit, ça aide beaucoup, et c'est vraiment un excellent prédicteur d'une meilleure adaptation psychosociale et une gestion de la maladie. Le soutien social perçu est aussi une donnée fondamentale, et le mot perçu ici est extrêmement important. La société a parfois l'impression de subvenir au soutien des patients, mais ce qui est important, c'est de voir comment ceci est perçu par les patients. Et là, il y a différentes caractéristiques: le type de soutien, les sources de soutien qui sont perçues par les patients, la fréquence que ces patients ont en termes de contacts sociaux, qui sont des points fondamentaux, la disponibilité dans l'entourage de personnes qui sont capables d'apporter ce soutien, et la satisfaction, donc au plan qualitatif, de ce soutien tel qu'il est perçu par les patients. C'est prédictif des dimensions physiques et psychologiques de la qualité de vie, et ça enlève les symptômes dépressifs et de tout un tas d'autres symptômes de type dépressif rajoutés à la maladie. Alors, pour ces soutiens, le type de stratégie de coping qui vont être mis par les patients sont de deux types, grosso modo. Il y a les stratégies qui sont centrées sur le problème et qui sont associées à de faibles scores de dépression, et ça en général c'est utilisé dans les sociétés occidentales, et les stratégies centrées sur les émotions avec des attitudes d'évitement, d'auto-accusation, qui sont corrélées à des échelles faibles de qualité de la vie. Et puis nous, on a fait un travail franco-libanais au cours d'une année de recherche que j'avais fait transculturelle entre la France et le Liban, où on a traduit un certain nombre de questionnaires de perception de la qualité de vie des patients, de ces différents points, et on a comparé des patients français à des patients libanais, donc avec un questionnaire en arabe pour les Libanais, enfin 7 questionnaires et en français. Et quand on regarde la différence, il y a un certain nombre de différences qui ont été perçues. La qualité de vie, elle est la même. Le support de la famille est mieux perçu en France qu'au Liban.
ce qui nous a un peu surpris fondamentalement. Il y a plus de fatigue chez les patients en France qu'au Liban. Et puis concernant les stratégies d'adaptation, ça a confirmé totalement ce que je vous ai dit sur la diapositive précédente. En France, c'est plutôt centré sur les problèmes, avec un déni et un désengagement, une autodépréciation, alors qu'au Liban, c'est plutôt centré sur les émotions, avec plutôt une certaine satisfaction des choses, et puis voilà, on attend de voir venir, même parfois une sensation d'auto-culpabilité dans ce qui arrive, ce qui bien entendu peut arriver dans les sociétés orientales. Alors, concernant les présentations psychiatriques cognitives, je vous ai un peu évoqué la question au départ, il y a très peu de cas, souvent c'est associé. Il y a eu des tableaux de variantes corticales de la sclérose en plaques avec 6 patients qui ont été présentés, dont 4 étaient cognitivo-psychiatriques et 2 étaient plus psychiatriques que cognitifs. Bon, je pense que c'est vraiment anecdotique, mais c'est important quand même à connaître. Et puis nous, on a fait un travail lorsque j'étais à la Salpêtrière qu'on a appelé Cognicep, qui a été publié, je crois, en 2014, où on a repris tous les patients à présentation psychocognitive et on a détaché ceux qui avaient des présentations cognitives pures et ceux qui avaient des présentations psychiatriques. Vous voyez qu'on avait 6 qui avaient des présentations de type psychotique, avec des PMD, des schizophrénies, des bouffées délirantes aiguës, un délire paranoïde. En IRM, on a dégagé 2 profils, un diffus et un avec des lésions focales. Ce qui est important devant ce tableau, c'est de voir s'il y a des anomalies de signal de l'imagerie médulaire et s'il y a des bandes oligoclonales. Je pense que si vous avez ça devant des tableaux de présentation anxio-dépressive, on peut aller vers un diagnostic de sclérose en plaques. Alors je vais essayer d'aller vite parce que je pense que le temps est passé. Il y a bien entendu un impact de la sclérose en plaques sur la santé mentale, c'est évident. Et un point fondamental, c'est le stress chez les patients qui sont atteints de CEP. Il n'y a pas évidemment que la CEP qui donne du stress, mais la CEP en donne en particulier, et la gestion du stress est un point fondamental chez ces patients. Des événements positifs comme des mariages, des baptêmes vont avoir une incidence très positive sur les hospitalisations et sur les poussées, alors que tout ce qui est événements stressants négatifs vont donner des poussées et vont donner un risque augmenté de troubles psychiatriques associés d'une mauvaise qualité de vie qui est associée. Donc je pense que vous avoir convaincu que les troubles psychiatriques étaient fréquents au cours de la sclérose en plaques, notamment pour ce qui est des troubles de l'humeur, de la bipolarité et des épisodes psychotiques, que la prise en charge médicamenteuse évidemment est importante, mais aussi la prise en charge de type psychologique, et cette prise en charge doit être adaptée à chaque patient et certainement de type multidisciplinaire. Alors il reste une diapositive, si j'ai encore 2 minutes, pour vous rappeler, pour ceux qui l'ont oublié, les quelques vers qui vous ont été présentés hier. Ya aidan ila ad-dari wa fi wasati al-bayt ahbabu fi balika alf su'al wa fi al-qalbi al-jawab. Ya man tarayathta wa fi al-bu'd nar al-jawa والصبر للمرء عبء يسكنه الضباب إن تمنى الشوق الرجوع إلى الحبيب ناداه عبر المسافات ولو طال الغياب حتى ولو على الفراق دارت ليالي الزمان ومرت عليه أيام وغطى الشمس السحاب. On en était resté là hier. تبقى المشاعر لأولى رعشات الفؤاد تنتظر لحظات المنى حين يدق الإياب. يا طارق الباب ظمآنا من الشوق ارتوي بالصبر فسوف يفتح الباب. قد ترقد نار الهوى إن نافستها الرياح لكنها لا تنسى حبيبا ولا تمرى الفراغ أغراب. وما أجمل الحسن في عينيك نلمحه فنعود إليك يا دارا معززون وأقراب.